Donc oui, comme tu disais Jean-Claude, l'éléphant sur le trampoline, je crois que tout le monde a vu ce film qui a fait le tour du monde. Le travail de Nicolas Devaux est quand même très célèbre, très connu, très primé. Alors aujourd'hui, on a sélectionné, on a essayé d'axer notre rencontre sur des choses un petit peu précises autour du réalisme. Comment est-ce qu'on constitue ce réalisme tel qu'il essaye de le mettre en place, une espèce bon, on le sait maintenant, les images numériques ont une capacité de réalisme assez étonnante, à tel point qu'avec la frontière entre pour certains films, on ne sait plus très bien si c'est un véritable animal, un véritable homme. Enfin bon, on sait tous cela. Et ce que Nicolas aime, c'est justement jouer sur cette frontière, c'est-à-dire de créer du réalisme pour le détourner, en faire une fantaisie, on pourrait dire presque surréaliste. Moi, quand je vois les girafes dans la piscine, ça me fait penser par exemple aux autruches qu'on peut trouver dans certains films de Luis Buñuel. Et donc voilà, c'est autour de ces choses-là qu'on va essayer il va nous expliquer, exemple à l'appui, avec des images de textes et de dessins préparatoires, voilà, essayer de comprendre comment ce réalisme qui nous frappe naît à la fois d'un travail préparatoire qui touche aux textures, à une conception de la mise en scène, et aussi une manière de filmer qui s'approche d'une espèce qui essaye de mimer peut-être le tournage en direct. Il va nous expliquer tout cela. Donc on va commencer, en fait, le plus simple, c'est de regarder ce film que vous avez sans doute vu, qui s'appelle 5,80 m. Là, ce sont les girafes. Donc j'ai vu que Nicolas avait beaucoup d'amis dans la salle qui connaissaient son travail et qui ont beaucoup d'exigences. Il faudrait qu'il le surprenne, j'ai entendu ça. Mais bon, je pense qu'il y a aussi des personnes dans l'assistance qui ne connaissent peut-être pas plus son travail, qui seraient heureux aussi de découvrir. Donc on va essayer de concilier les deux et de satisfaire ceux qui connaissent Nicolas par cœur, et puis d'autres qui peuvent peut-être le découvrir. Et je pense que pour le deuxième film autour duquel nous attarderons, à propos duquel nous attarderons, c'est 5,80 m, 1 mètre par heure. Ce sont des escargots, faut pas trop en dire. Voilà. Bon, donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je crois que vous êtes nombreux à ne pas l'avoir vu, ce serait une découverte. Donc on commence par regarder le film, et puis on en parle. Oui, on ne s'en lasse pas. C'est pas possible d'avoir de deuxième micro, du coup, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. Vous croyez? Il est... Ah, peut-être à ce moment-là, du coup, oui, ça serait peut-être plus... Ça grésille. Merci. Ouais. Oui, voilà, c'est bon. Alors, Nicolas, moi, je suis assez néophyte sur l'histoire de trucage numérique. Et donc, je me dis que les outils numériques ont tellement évolué que peut-être, au bout d'un certain... ce film-là, tu n'aurais peut-être pas pu le faire il y a 15, 20 ans. Et que finalement, avec les outils dont on dispose, c'est relativement simple. Il y a des logiciels qui existent, et donc on n'a plus qu'à appliquer un certain nombre d'algorithmes. Et tu m'as expliqué que non, pas du tout. C'était pas comme ça que ça se passait. Alors, ce film-là, qu'est-ce qui est en premier? Qu'est-ce que tu commences par faire quoi pour reconstituer cet univers? Alors, donc ce film, c'est une sorte de suite justement au film que j'avais fait quelques années plus tôt avec justement un éléphant dans un gymnase et du trampoline. Et j'avais envie de faire sauter une girafe. Voilà. Donc, après, alors je ne sais pas si la question c'est au niveau scénaristique ou du coup au niveau de la création de l'objet et du réalisme. Qu'est-ce qui est premier? Enfin, bon, il y a cette envie, parce qu'il y a la passion des animaux, la passion du dessin. Donc tu veux faire plonger une girafe, et tu construis un film sur cette idée-là, dont tu l'écris, où tu racontes quoi au début? Qu'est-ce qui est le moteur principal? Donc le moteur principal au départ, c'est en effet le médium image de synthèse. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais c'est un médium qui est de base un petit peu froid.
Et du coup, et par contre, qui est un médium qui est capable d'aller assez loin dans la copie de l'image filmique. C'est vrai que moi, je suis un passionné d'animaux. La création de l'animal est peut-être mon premier but au tout début, parce que je ne pensais pas forcément faire de la réalisation. Et l'animal réaliste, après, ce qui me semble intéressant, c'est où est-ce qu'on peut l'amener grâce à ce médium qui est l'image de synthèse, qui peut nous faire croire des choses. Et tout mon sujet, c'est de réussir à rester dans l'esprit de l'animal, ne pas le trahir, et dans ce qu'il est en termes de morphologie et de mouvement, mais aussi un peu dans son caractère et dans ce que je connais de l'animal, de sa façon de vivre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'emmener vers quelque chose après plus surréaliste et poétique sur ces courts-métrages-là. Voilà. Et après, bon, quand on a dit ça, la question c'est oui, comment créer l'anime, enfin, quelles sont les étapes de travail pour créer une girafe réaliste. Alors non, une girafe ne s'achète pas sur le net et hop, on l'a. Il y a des grandes étapes de travail qui s'apparentent, la première à la sculpture, la deuxième un peu à la peinture. Et il y a des travails de mise en scène aussi, et c'est un peu ça que je peux expliquer peut-être par étapes. Oui, si tu veux, alors je te laisse choisir l'extrait qui te semble plus... Alors pour la création de la girafe, en fait, moi je passe, et je me lasse pas à passer du temps à voir en fait comment une girafe est faite. En fait, il y a beaucoup de temps pour comprendre son anatomie. Regarder beaucoup de documents. Moi, je regarde pas mal de documentaires, des choses sur le net qui m'expliquent le mouvement, un peu des études à la Muybridge du caractère de l'animal. Et après, plus on travaille l'animal, plus on gratte, plus on se rend compte que chacun est très différent les uns des autres, comme nous. Donc, par exemple, entre deux têtes de girafe, en fait, quand on l'étudie, on se rend compte qu'elles sont très différentes. Et du coup, il y a un travail un peu dans un premier temps, un peu de casting. Quelle girafe je veux faire et laquelle pourrait résonner, parce qu'on a tous une image inconsciente de ce qu'est l'animal, de ce qu'est un éléphant ou ce qu'est une girafe. Et du coup, je construis d'abord un travail presque casting. Je les fais venir et puis je regarde un peu toutes les photos que j'ai accumulées et je travaille un peu sur ce modèle. Et souvent, après, je travaille un design où je récupère des morceaux de photos, un peu comme Frankenstein. J'utilise des morceaux de photos et je construis ma girafe fantasmée un peu en photo avant de partir dans une étape de modélisation qui s'apparente vraiment à la sculpture. Je vais vous montrer un peu le... Donc c'est l'étape de sculpture. Justement, il y a une étude un peu anatomique, voir un peu comment la girafe est faite. C'est vrai que c'est un animal qui est assez compliqué finalement à faire parce qu'elle est en même temps assez légère et, visuellement, et en même temps c'est un animal assez lourd. Donc rien que pour trouver par exemple la force de son corps, cette présence-là, c'était pas évident. Et après, pour tout ce qui est texture, comment on travaille tout ça, c'est sûr, je peux m'appuyer sur une base photo, mais il y a beaucoup de choses qui sont dessinées à la main. Donc là, pour vous donner un exemple, sur la girafe, je l'ai d'abord texturée entièrement en blanc, c'est-à-dire j'ai récupéré des photos de chevaux, des choses comme ça, toutes blanches, je l'ai créée toute blanche. Et comme je devais faire 14 girafes différentes, pour pas qu'on sente le motif qui se répète, j'ai travaillé avec des logiques de masques. Donc j'ai fait des masques de taches noires et blancs. Et à partir de ces logiques de masques qui sont très dessinées en fait, directement sur le modèle ou sur Photoshop, j'arrive à recréer un nombre de girafes différents. Voilà. Donc en fait, la logique de photos ou des choses qu'on peut trouver sur Internet sont des bases visuelles et de la matière pour pouvoir le travailler, mais en aucun cas quelque chose que je peux vraiment utiliser directement. Donc ça, c'est le travail de sculpteur. Alors oui, ça c'est pour créer son modèle. Souvent c'est un modèle assez rigide par rapport à un sculpteur, puisque nous, il faut qu'elle soit après adaptable pour l'animation. Donc ça, on appelle ça une blind pose. Donc c'est une pose souvent assez difficile à travailler, puisque assez peu expressive naturellement, puisque l'expression, le mouvement viendra après. Et à partir du moment où j'avais créé cette girafe, j'ai fait rentrer quelqu'un qui fait du setup. Alors le setup, c'est une étape de travail
enfin, il y en a sûrement beaucoup qui savent ce que c'est, mais je l'ai fini. C'est en fait la préparation de l'animal pour le rendre animable. Donc un animateur, par exemple pour animer une marionnette, il y a assez peu de contrôleurs pour pouvoir le rendre vivant. Et nous, on a le même problème en image de synthèse. Il faut qu'on arrive avec le minimum de contrôle à faire vivre cette girafe, à croire à une impression musculaire et à croire à son mouvement possible. Donc ce travail-là, il est basé sur l'anatomie, sur des placements rigoureux d'os à l'intérieur, physiquement, à l'intérieur de notre modèle 3D. Et à partir du moment où ce travail est fait, j'ai travaillé moi avec un animateur pendant 3 mois pour penser tous les mouvements des girafes. Donc, je vais vous montrer quelques étapes de travail de... Donc voilà, tu sculptes la girafe et ensuite tu demandes à un animateur de l'animer. Quelqu'un en setup qui va le travailler. Et après, beaucoup d'observations. Moi, j'ai des DVD qui, justement, un peu comme Muybridge, qui va décomposer le mouvement. Je m'en sers pour regarder comment tout ça bouge. Et après, souvent, en fait, ces DVD, ils sont liés à des animaux de zoo. Et les animaux de zoo, ils sont, par exemple, la girafe, elle était déprimée, c'est-à-dire qu'elle avait la tête qui touchait le sol quasiment. On sent très fortement que l'animal de zoo, en fait, les hippopotames, ils sont gras, les girafes, en fait, elles sont pas aussi bien qu'elles le sont dans la nature. Donc je le confronte avec des images documentaires. Et après, avec le fantasme aussi de l'animal et une certaine expérience qu'on acquiert peu à peu pour penser la démarche noble de la girafe que j'ai envie de mettre dans mon film. Donc il y a la girafe et ensuite il y a l'espace. Alors, où tu veux... Ouais, je peux parler de la mise en scène. Donc dans mes courts-métrages, alors c'est différent quand je travaille sur d'autres projets, mais en fait, je n'ai pas travaillé en storyboard parce que je voulais fonctionner différemment. J'ai créé en fait un espace 3D dans lequel tout le mouvement global, de façon maquette, tout le mouvement global était présent. Et après, je vais vous montrer ce que ça donne. Et après, je travaille ma caméra dans un second temps. Ça, c'est la piscine qu'on va découvrir, hein, c'est ça. Tu disais qu'inspiré à les remercier, la piscine des Halles. Oui, alors, dans toutes mes recherches, c'est comme dans tout film, il faut chercher des lieux et des espaces qui correspondraient à ce qu'on veut raconter. Moi, à l'époque, j'avais même imaginé, je me suis dit, ça pourrait être marrant d'aller voir un cabinet d'architectes et lui demander de penser une piscine convertible girafe-homme. Alors, à l'époque, je n'ai pas osé le faire. Mais je me suis beaucoup amusé à penser ces espaces-là, à me plonger un peu dans les questions architecturales. Et j'ai fait beaucoup de recherches de type de piscine. Et je suis tombé sur... je peux peut-être le montrer. Je suis tombé sur quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et en fait, c'était la piscine des Halles à Paris, ce qui fait que c'était pratique. Et la piscine des Halles a été, pour moi, un matériau important pour penser tout le volume. Alors moi j'en ai tiré des matières, pris des photos là-bas, des matières, des ambiances. Après elle est assez basse finalement, elle ne correspond pas, je peux difficilement faire sauter une girafe dedans. Mais toute cette matière-là a été inspirante pour penser l'espace. Et puis je voulais beaucoup jouer aussi sur le côté carrelage. Et du coup, c'était le côté aussi un peu années 70, le côté béton aussi qui par rapport à la matière de la girafe et de son côté sauvage, pouvait résonner. Et puis après, ce qui est intéressant aussi pour moi, c'était le travail des couleurs, puisque je voulais très tôt faire arriver une lumière solaire très forte de l'extérieur qui tape dans l'eau de la piscine pour créer une ambiance bleutée un peu surréaliste. Donc justement là, le réalisme, il est intéressant à penser, parce que quand je travaillais avec les graphistes sur la question de la lumière, on n'obtenait pas du tout cette ambiance-là exactement. On a des retours de bleu, mais pas aussi forts. Et pour appuyer le côté onirique de la chose, il y a toujours un peu un combat entre le réalisme pur et ce qu'on veut en raconter. Bon, c'est pas que dans l'image de synthèse qu'on a ça, mais comme on travaille en image de synthèse, on a du multicouche. On peut vraiment pousser l'image dans ses retranchements et du coup assumer ou non un caractère. Alors, je reviens sur la piscine. Donc ça, c'est vraiment le tout premier travail. Ce qu'on appelle dans l'image de synthèse, justement, c'est l'animatique.
Mais là, la caractéristique, si vous voulez se lancer, c'est que donc là, j'ai un espace. Voilà. J'ai un espace qui est l'espace de la piscine et j'ai mes petites girafes qui sont des girafes que j'avais modélisées très rapidement. Et j'ai essayé de les faire avancer je les ai fait avancer à une vitesse qui pourra permettre la marche ou la course. Et toute la petite mécanique du film se retrouve dans une seule scène 3D, de façon assez simple. Et après, j'ai voulu fonctionner en fait comme un réalisateur de télé presque, c'est-à-dire que ou d'événements sportifs. C'est-à-dire que j'ai placé des caméras qui pourraient. En fait, j'ai même dialogué avec quelqu'un dont c'est le travail, par exemple à Roland-Garros, où est-ce que sont placées les caméras. Et j'ai moi-même placé des caméras qui correspondent à des mouvements faisables dans le réel. Donc, par exemple, pour pas trahir la grandeur de la girafe, c'est important d'avoir des plans qui soient pas trop hauts, par exemple. Et moi, on voit en bas, au pied du mur, il y a un petit personnage qui est un homme à la bonne taille par rapport à une girafe. Et pour moi, c'est mon petit steadicammer, donc il a une petite caméra sur l'épaule. Et du coup, il parcourt la piscine et il filme les girafes. Et moi, dans le temps réel de la scène, je dis, à ce moment-là, c'est lui qui est en train de filmer. Et à cet autre moment-là, ça sera la caméra du travelling du côté. Alors pourquoi je fais ça? Parce que c'est que je veux une impression de réalité. Pour qu'on croie au film, il faut que la girafe semble réaliste et ses mouvements aussi. Mais on s'appuie aussi sur notre imaginaire du réalisme qui est lié à l'image filmique et comment on appréhende un événement sportif et comment on le voit. Et donc par exemple, maintenant il y a des drones qui filment, qui permettent d'avoir des mouvements qu'on n'avait pas vus avant. Je pense qu'ils sont toujours un petit peu durs à avoir en image synthèse parce qu'ils sont très flottants, mais à l'époque ça n'existait pas et du coup je m'appuie sur des mouvements crédibles, réalistes pour penser mes mouvements de caméra. Parce qu'une caméra d'image de synthèse, très vite elle peut sembler complètement désincarnée et être complètement flottante. Et c'est une base peut-être un peu aussi intellectuelle qui me permet de savoir ce que je veux et pourquoi je raconte ça à ce moment-là. C'est que la caméra raconte quelque chose et que si je ne m'appuie pas sur le réel, je suis peut-être un peu perdu et du coup ça me permet aussi de structurer la pensée du film. Oui, c'est ça, ce sont des points de vue plausibles à chaque fois, y compris il y a ce moment de caméra de surveillance. Elle regarde, voilà. Elle a l'impression que c'est une caméra de surveillance. Moi, ça m'amuse de jouer avec l'animal et c'est vrai que l'animal, souvent il est curieux, il voit une caméra, ça peut arriver qu'il aille vers elle. Il y a aussi des raisons, c'est que ce film a été pensé pour de l'image relief et donc à ce moment-là, en fait, la girafe est sur vos genoux. Vous n'avez pas eu cette chance-là. Et non, mais c'est aussi, pour moi, c'est un peu dans l'inconscient de ce qu'on voit et s'en servir pour raconter une histoire. Il y a aussi des effets de flou. Enfin, on sent que tu mimes complètement la prise de vue. Enfin, ça, c'est très réussi. Pour comprendre l'image de synthèse, alors c'est vrai pour beaucoup de choses. C'est que nous, comme on a un médium qui est très mathématique et que je trouve un peu froid, enfin, c'est rare qu'on aime montrer l'image de synthèse pour ce qu'elle est. Il y a quelques expériences qui sont très intéressantes, mais et du coup, on est toujours obligé de lutter contre ça et d'amener du chaos. Donc, par exemple, un cadreur qui va filmer un sportif en téléobjectif va tout faire pour que la caméra ne bouge pas pour qu'on arrive à le lire. Mais il y aura toujours un petit tremblement. Et en image de synthèse, la caméra elle est complètement fixe et on va recréer ce tremblement pour avoir l'impression qu'on le filme de loin en téléobjectif. C'est pour donner un exemple, mais c'est vrai pour beaucoup de choses où on essaye de recréer du vivant dans une matière qui de base est quand même un petit peu sèche. Très bien. Alors, je vois que le temps passe et on voulait s'attarder un peu plus longuement sur l'autre film. Est-ce que on va peut-être le regarder. Certains vont le découvrir. Donc, j'ai rien dit, mais enfin, il y a des choses qui sont annoncées dans le petit résumé que vous avez reçu là. Donc, Oui, alors le film, il n'est pas encore passé sur Arte, puisque il a été préacheté par Arte. Il passe le 13 octobre, la soirée de l'animation. Il passera à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'il est un peu neuf. L'idée en fait c'était de faire un troisième film. Donc il y a eu l'histoire de l'éléphant, les girafes, et cette fois-ci c'est un film qui s'appelle 1 mètre heure. Et ça faisait pas mal d'années que j'étais dessus et on l'a enfin finalisé.
toujours un petit effet post-générique qu'il ne faut pas louper. C'est pour lire les graphistes. Donc là, celui-ci, je ne sais pas si c'était l'unité de lieu qui primait. Je sais pas, moi, en le voyant, je me dis c'est plutôt l'unité de la chorégraphie. Enfin, c'est plusieurs chorégraphies. C'est peut-être ça qui structurait le. Oui, il y a une sorte d'unité de lieu, c'est l'aile de l'avion. Oui. Mais après, bon, pour moi, je voulais travailler sur le temps. Et dans les 2 premiers films, en fait, l'humain était complètement absent. C'est-à-dire, l'éléphant trampoline, il n'y avait pas de public. Les girafes aussi, c'était un peu un entraînement loin des regards. Et là, j'ai plusieurs raisons pour lesquelles j'ai fait ça comme ça, mais je trouvais ça intéressant de travailler l'escargot dans son temps, de se mettre justement à la place de l'animal. Donc, est-ce qu'un escargot se perçoit lent ou pas? La question reste ouverte, mais en tout cas, dans le temps de la chorégraphie, c'est invisible à nos yeux humains, donc dans le contexte de l'aéroport. Et après, bon, c'est évidemment un dialogue entre l'animal sauvage et un univers très maîtrisé par l'homme. Et après, le contexte du temps, c'est vrai que pour moi, un voyage en avion, il y a quelque chose de l'ordre une notion de temps qu'on perd complètement, ce qui me permet, moi, de les faire dialoguer et de les faire se rencontrer à un moment. Donc là, moi, ce qui me fascine le plus, c'est la bave, en fait. Moi aussi, j'adore la bave. La bave, je trouve qu'elle est extrêmement réussie. C'est du travail. Que dire? Que dire de l'eau déjà dans la piscine, mais là la bave entre les deux. Non, mais là, en fait, la bave a été un sujet parce que c'est pas forcément évident. Moi, j'ai donné des références précises sur les baves d'escargot. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut avoir des logiques de motifs. Bon, déjà comme un patineur, parce que là, justement, pour moi, c'est la base, c'est de se dire un escargot en accéléré est un patineur, et moi, je vais plus loin. Mais du coup, c'est vrai qu'un patineur laisse des traces. D'ailleurs, j'ai appris des choses intéressantes, c'est qu'en patinage artistique, au début, la trace était presque plus importante que la figure. On notait presque la trace plus que la figure. Mais dans l'escargot, alors moi j'ai regardé un peu les motifs. Alors, par exemple, il faut savoir qu'un escargot peut sauter en fait. Donc, on voit des baves en pointillés d'escargot. Alors, ça s'explique assez facilement, c'est que là, je commence à ennuyer tout le monde du coup, parce que ça rentre dans le. Mais c'est juste pour expliquer. La bave d'escargot devient en pointillé sur un sol très chaud, parce que l'escargot, il vit qu'avec de l'eau, et si un manque d'eau, c'est très dangereux pour lui. Et du coup, il arrive à marcher sur sa tête et la base de son pied pour toucher un minimum la surface. Donc, moi, ça m'intéresse parce que je peux avoir des logiques de motifs. Et après, la logique de trace, bon, alors ça, c'est peut-être ma sauce, mais pour moi, c'est un peu ce qu'on laisse. Et comme dans l'histoire des escargots, il y a des traces qui s'interrompent. Du coup, je les laisse là. Enfin, voilà, ce travail de trace, ça n'a pas été le plus simple, d'ailleurs, parce que c'est pas forcément évident de trouver le juste milieu. Voilà, je ne sais pas si je peux dire plus sur la bave de l'escargot. Alors, ce qui surprend, quand on voit le film, c'est le nom de Philippe de Coufflet. On se dit, ah, c'est extraordinaire, une super production avec un chorégraphe de renom comme ça. Comment ça s'est passé la rencontre et le travail avec lui, justement? Ouais. Et pourquoi est-ce que tu as eu besoin d'un chorégraphe pour faire danser des escargots? J'ai expliqué un petit peu sur la piscine. Je trouvais que ça aurait été intéressant de travailler avec un cabinet d'architecte. Parce que moi, c'est le côté presque décalé de la rencontre qui m'amusait. Et c'est vrai que Philippe Descoufflés, moi, j'aimais beaucoup son rapport à la danse, ludique. Il a souvent de l'art vidéo dedans. Il aime bien contraindre les corps. Et je me suis dit qu'il ne recevrait pas tous les jours sur son bureau un projet d'être chorégraphe d'escargot. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai envoyé à la compagnie, comme ça, le dossier. Et on s'est rencontrés. Je lui ai parlé du violoncelle sur ce projet. Il m'a fait rencontrer quelqu'un avec qui il travaille, Pierre Le Bourgeois. Et après, on a mis. Il a dit ce qu'il faut, là, c'est qu'on se fasse 2 jours chez moi avec 2 danseurs, Pierre à la musique. Et en gros, l'idée, c'était de filmer des vrais danseurs pour penser la chorégraphie globale des escargots et s'en servir réellement. Parce que moi, déjà, je ne suis pas chorégraphe, comme je ne suis pas architecte, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de tout ça. Et l'idée, évidemment, ce n'est pas de mimer l'escargot, même s'ils ont tenté de ramper un petit peu, mais ça n'a rien donné très vite. Mais l'idée, c'est d'avoir des mouvements. J'aurais expliqué que 2 danseurs qui foncent l'un vers l'autre et que tout d'un coup, il y a un porté.
donner 2 escargots qui bavent et il y en a un qui monte sur l'autre et ça continue comme ça. Donc c'était une base très importante pour moi parce qu'elle structurait tout le film. C'est-à-dire jusqu'à la fin, les animateurs avaient mon animatique que j'avais faite, je peux vous montrer un peu, et la chorégraphie dans la scène de Philippe Découfflet avec un timing de son qui correspondait au maximum. Donc là, par exemple, la musique, l'idée c'était de partir d'un prélude de Bach et de le distordre jusqu'à abstraction à des moments et puis de revenir à des accélérés. Et tout ça, en fait, a été pensé très en amont avec les danseurs et Philippe Découfflet pendant 2 jours. Alors après, il y a des choses que je n'avais pas encore pensées, donc il a fallu que j'ai, par exemple, le moment de la nuit ou des choses comme ça, moi, je ne l'avais pas en forme de danse. Donc après, j'ai continué, mais cette base-là était... je pense que je me serais noyé un peu si je n'avais pas eu cette base-là. Voilà. On a peut-être le temps de regarder quelques images, parce que c'est assez explicite de voir ces chorégraphes en relation avec les... Je vais montrer d'abord les animaux. Oui. Alors vite fait... je ne sais pas cliquer. Donc ça, c'est les petits dessins que j'avais faits pour penser ce que pouvaient faire les escargots et ce que j'aurais aimé avoir dans le film. Par exemple, des escargots qui volent, des escargots qui font des choses de vitesse et de danse. Et de cette base-là, je ne voulais pas trop en faire non plus, mais expliquer, c'est à partir de ça que j'ai pu discuter avec Philippe Découfflet. Et donc ça, c'est les moments de travail. Là, je ne sais pas si on peut avoir du son. Voilà, et de là, il y a un autre extrait. C'était l'attaque de l'oiseau. C'est vrai qu'après avoir vu les escargots, on voit la danse d'une façon très particulière. Alors là, c'est dans la même logique de ce que je vous ai montré avec les girafes, c'est-à-dire ma scène. Pour l'instant, je ne travaille pas du tout la caméra. Et donc, j'avais donc la musique et les danseurs. Et là, c'est ce qui correspond à mon travail d'animatique qui m'a pris beaucoup de temps pour penser tout ça, avant de pouvoir lancer des animateurs dessus. Alors, ça donne pas grand-chose sans la caméra, comme ça, mais... Là, il fait très bien l'escargot qui rampe à ce moment-là. C'est mieux que sur la vidéo de... Et donc ça, c'est la même scène, donc toujours en maquette, mais avec le travail de caméra. Donc là, c'était plus difficile de m'appuyer sur des vrais mouvements de caméra parce qu'on était à l'échelle de l'escargot. Et cadrer de la danse, c'est pas forcément évident. Et tu avais des modèles, par exemple, cinématographiques ou... Non, parce on pense des comédies musicales où tout d'un coup on voit ces chorégraphies vidéo. Un peu Esther Williams. Moi, j'avais déjà un peu ces références-là par rapport à la piscine. Et puis là, en fait, Philippe Découfflet disait que c'était le moment Béjart. Donc voilà, c'est très Béjart avec un porté, un gros pourtour. Mais non, après, j'ai pas forcément beaucoup de références. En fait,
je me demande comment filmer. Même pas précise, mais enfin, des souvenirs, j'imagine. Oui, voilà. Alors, dans cette dimension réaliste aussi, dans le film, il y a contrairement au film avec les girafes où tout est en image de synthèse, là, je crois qu'il y a des éléments, des portions d'image qui sont de la prise de vue, de la prise de vue réelle. Oui, ça, alors hein. il y a. Alors, au départ, il y a déjà un peu ça, c'est un peu un fantasme technique. C'est comment éclairer ce film, comment travailler une lumière qui bouge et raconter le temps qui passe. Et en fait, tous les cieux dans le film sont tournés dans une sorte d'immense sphère. En fait, on a fait un 360 de cieux avec une grande dynamique de lumière pour pouvoir éclairer notre escargot en synthèse et aussi pour créer tous les fonds. Donc ça, c'est une sorte de matière, une sorte de base qui a permis de penser était aussi de se laisser surprendre par le temps qu'on a eu et du coup on a une photo qui n'est pas la même que des choses où on aurait tendance à aller vers des images qu'on a déjà vues voilà. Et après oui, il y avait toute la partie de l'aéroport au début. Enfin, moi je voulais vraiment l'intégrer dans notre vécu à nous et travailler un avion en image de synthèse, tout un aéroport, si je le travestis pas, si je vais pas plus loin, ça n'a aucun sens de vouloir le faire en image de synthèse si je veux du réalisme. Et donc, en gros, dans le film, l'idée c'était un escargot en image de synthèse, l'avion en image de synthèse, j'en avais besoin, et idéalement, j'aurais tourné tous les cieux dans un aéroport. Alors, ça n'a pas été possible, donc on a recréé aussi l'aéroport et on a fait baigner sous une lumière 360. Voilà. Créer l'aéroport, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut acheter des petits... Alors là, on peut justement, on peut acheter des véhicules, on peut s'approcher d'aéroports de Paris, savoir s'ils ont des modèles de leurs espaces. Donc on a récupéré des espaces 3D de ce qu'ils avaient. Et après, c'est un univers qui est quand même assez plat, donc c'est pas non plus énorme à faire. Mais moi, il fallait que je puisse, derrière l'avion, avoir un environnement d'aéroport. C'est pour ça que j'ai dû le recréer, vu que la caméra elle se balade. Voilà. Mais j'aurais presque pu le faire en filmant à la bonne hauteur les cieux et l'aéroport en même temps et replacer mon avion en image de synthèse et mes escargots. Mais bon, après, il y avait d'autres limites qui étaient, par exemple, tourner dans le ciel. Alors, je me suis posé la question, mais finalement, voilà, on l'a fait en image de synthèse. Oui, il fallait des cascadeurs, là. Ouais, pour des questions de prod. Enfin, bon, c'est ça. L'assurance et tout ça, c'est un peu compliqué. Alors, donc là, je vois que le temps passe. Donc, on a commencé avec un quart d'heure de retard, donc je me donne une petite latitude, mais on voulait quand même vous laisser le temps à la salle de poser des questions, de réagir. Donc, c'est le moment salle. Le moment bave un peu. Une petite question, quel logiciel vous utilisez? Alors, c'est des logiciels donc d'image de synthèse. Moi, toute l'animatique, je l'ai fait sous Maya. Le studio en ce moment est très basé sur 3ds Max, donc on a fait 3ds Max en fait pour l'animation. Et on a travaillé avec un logiciel français qui s'appelle Clarisse pour tout ce qui est rendu photo. Voilà. Et après, il y a des logiciels complémentaires pour créer les matières. Il y a Photoshop, voilà. Il y a des logiciels de compositing, c'est Nuke, des logiciels de sculpt, ZBrush. Enfin voilà, après il y a du montage. Houdini pour les effets spéciaux. Au fond de là, il y a Alexis qui a une question. Excuse-moi. Juste question un petit peu peut-être mato, mais est-ce qu'à un moment donné, tu penses que tu vas aller jusqu'au bout, tu as été jusqu'au bout de l'utilisation des animaux comme ça, ou tu as encore plein d'idées, il y a plein d'envies, plein d'enjeux entre des lieux différents, des animaux différents, et déjà tu as plein de possibilités en tête? Tu as peur de te sentir un peu... Ouais. Un peu bloqué. Déjà, le monde animal, il est vaste. Donc déjà, il y a plein de... Toutes les bestioles sont intéressantes à faire de mon point de vue, mais pour l'instant, moi, j'ai pas d'autres idées de court-métrage dans ce type-là. Parce qu'en fait, je voulais surprendre avec les girafes par rapport à cette tonne 2. Je voulais aussi surprendre un peu par rapport à celui-là et travailler sur le temps. Et puis là, en fait, moi, je l'avais annoncé comme un peu une petite trilogie à mon échelle. Mais après, moi, je suis en train de faire une série qui s'appelle Athleticus. Je travaille l'animal aussi dans différents supports et pour différents projets. Donc,
on m'a demandé de penser un ride avec des animaux, donc des sièges qui bougent, et avec des lunettes relief, et j'ai proposé un ride de tortue sur des skates. Alors moi, voilà, en fait, ça m'amuse de travailler l'animal et de le voir comment je peux le confronter et avoir un regard un peu décalé peut-être sur le médium. Mais en tout cas, le monde animalier déjà ne me lasse pas à moi. Souvent, on me pose la question si tu n'en as pas marre des animaux. Bon. Non, je prends toujours plaisir à les étudier. Et après, moi, ils m'ont permis, c'est un peu mes chevaux de Troie, ils m'ont permis d'explorer le long métrage, la série d'animation, enfin, des films pour des parcs, enfin beaucoup de choses. Et à chaque fois, je découvre. Et puis, c'est pas que l'animal que je travaille, c'est aussi ce qu'il y a autour et l'univers aussi. Donc voilà. Non, j'ai des projets quand même. Oui, vous voulez. Bonjour, c'est pour savoir comment ça s'est passé en fait avec les animateurs aussi, après quand vous devez leur expliquer qu'ils doivent animer des escargots comme des danseurs en fait, pour savoir comment vous avez géré avec eux le passage à ce niveau-là. Ouais, bah alors en fait il y avait, moi j'avais beaucoup de vidéos en gros plan. On a nous-mêmes, enfin moi mon fils et ma fille m'ont cherché des escargots, donc on en avait au studio. Donc on les a beaucoup regardés, on les a filmés, on les a pris en photo. Et après, en fait, j'espérais qu'avec mon animatique, déjà, il y avait déjà une base pour comprendre le mouvement et de le faire résonner. Après, suivant les animateurs, il y en a qui sont, par exemple, très cartoon, donc qui ont l'habitude de faire des choses qui sont un peu stylisées. Et du coup, il faut que j'explique bien que non, je ne peux pas avoir une anticipation comme ça. En fait, je passe beaucoup de temps avec eux pour voir jusqu'où on va. Et puis, je m'appuie sur des vidéos, des recherches que j'ai fait avant pour dire, ben voilà, à ce moment-là, c'est plus ça qu'on aurait. Et ça se construit peu à peu. Et après, il y a des sensibilités au niveau des animateurs. Donc, un animateur qui est peut-être plus dynamique, cartoon, là, je l'ai mis sur la nuit. Parce que j'ai eu des stagiaires aussi sur le projet. Donc, c'est aussi se former, essayer de voir qu'ils soient sur le projet, que moi, je puisse leur apporter quelque chose. Et par exemple, lui, il avait du mal à faire une animation assez réaliste. Il préférait quelque chose de plus dynamique. Et voilà, naturellement, je l'ai orienté vers des séquences qui s'y prêtaient le mieux. Et puis, il y a d'autres animateurs beaucoup plus sensibles, dans le sens précis sur certaines choses. Et du coup, ça s'adapte à d'autres séquences. Mais c'est surtout les bases vidéo qui m'aident. Et puis, des mimes, voilà, beaucoup de mimes. Mais je suppose que tu as travaillé avec la musique définitive. Et comment tu as travaillé avec les animateurs, la timeline, comment c'était organisé? En fait, la musique définitive, je l'ai eu tard. En fait. Là, la musique que vous avez entendue avec les danseurs, c'est celle qui était jouée en in. Et c'est celle-là qu'on a eu longtemps eu. Donc justement, j'étais assez angoissé sur le fait que Philippe Découfflet, par exemple, crée un contre-rythme que moi je ne verrais pas et que du coup je briefe mal les animateurs, ou soit je les briefe mal, soit surtout que la musique change de pas grand-chose, qui fait qu'on n'a plus le charme du début. Donc j'ai bien dit aux musiciens, il faut vraiment qu'on arrive à être au plus proche du timing de la musique, même si ça a changé un petit peu. Après lui, il m'a rassuré en me disant que même pendant les spectacles, les danseurs sont rarement justement pile sur le temps et que ce décalage-là apporte justement une fraîcheur qu'il n'y a pas si on tombe tout le temps juste. Et après, dans la timeline, ils avaient la vidéo que vous avez vue avec la musique et ma base animatique pour avoir ce rythme-là. Il va falloir conclure, Jacques. Oui, alors on va conclure. Vous en fait, pourrez continuer à parler avec... Oui, vous aurez l'occasion de croiser Nicolas, qui sera encore présent. Non, on va conclure rapidement par des images, en fait. Vous savez que Athleticus continue, c'est ça, hein, on peut le dire. Et donc, en exclusivité mondiale, vous allez voir, presque mondiale, un épisode, je crois, c'est ça, je te laisse le présenter. Oui, on est en pleine production de la saison 2 d'Athleticus. Et là, il y en a un qui vient tout juste de sortir... Là, la saison 2 se passe, vous verrez, en hiver. Donc là, le travail de réalisme, il est un peu différent, puisque c'est de la série.
Mais voilà, on avait à cœur de vous le montrer aujourd'hui. Donc voilà, ça sort tout juste. D'ailleurs, le générique est celui de la saison 1, donc il sera changé.